Bienvenue dans ce webinaire dans lequel on va parler ensemble de comment choisir la bonne taille de position. Vous en doutez, c'est en association clairement avec la gestion du risque. Donc c'est un sujet très important puisque ça touche tout le monde bien évidemment. On a tous des profils de risque différents, on a tous une expérience en trading différente, mais on a tous besoin de gérer notre risque si on veut avoir des probabilités de succès dans ce domaine. En fait, le trading, c'est un, j'aime pas dire jeu de probabilité, mais il y a des probabilités, il y a des statistiques en place et du coup pouvoir gérer ce risque en fonction de cela, c'est essentiel. On va en parler ce soir en tout cas. Et bien sûr, ce webinaire est présenté par Admirals, vous le savez, de nombreuses régulations à travers le monde, un broker qui propose beaucoup de choses désormais, de multiples plateformes également et des actifs toujours aussi intéressants. Alors on a la carte Visa désormais chez Admirals, pour ceux d'entre vous qui ne le saviez pas, je vous invite aussi à aller voir ça directement sur le site internet. Et on va passer directement au programme parce qu'on est un petit peu en retard sur ce webinaire. Alors au programme de ce soir, je vous disais, on va parler de risque. Le risque qu'on prend quand on prend un trade, il faut qu'il soit calculé, il faut qu'il soit bien pensé, il faut qu'il respecte certains critères. On va notamment forcément parler de money management. On va également parler psychologie. Le risque nous touche du coup de manière émotionnelle, j'ai envie de dire. C'est de la psychologie aussi qu'il y a derrière. Et cette psychologie, il faut la prendre en compte quand on cherche à déterminer une bonne taille de position. Puisqu'on n'a pas tous la même psychologie, c'est-à-dire qu'on a tous des profils un peu différents. Il y en a qui vont être plus agressifs, d'autres plus conservateurs. Et ça va nous aider aussi à décider en fait de la manière de dont on va choisir la taille des trades et de deux, à quel point ces trades vont impacter en bien ou en mal notre capital. Donc ça, c'est toujours très important à garder à l'esprit. On va regarder ça du coup ensemble ce soir en détail, puisque c'est vraiment quelque chose de très important. Le dernier webinaire, c'était sur l'optimisation un peu du point d'entrée. Je vous avais partagé quelques astuces. Donc, une fois qu'on a vu pas mal de petites choses comme le point d'entrée, le webinaire d'avant, c'était l'analyse de la structure de marché. Ça vient aussi dans la suite logique, je trouve, ce webinaire associé du coup à comment un peu calibrer sa taille de trade, ses positions prises sur les marchés. Très important de garder ça à l'esprit au quotidien. Il faut que vous soyez en accord parfait, quasiment, j'ai envie de dire, avec cette taille de position que vous allez prendre. Donc pour ça, on va parler stratégie, bien sûr, également ce soir, et également d'exemples, des exemples concrets pour mieux comprendre la mécanique un petit peu qui tourne autour du risque et des tailles de position. Alors, en parlant de risque, déjà, dans un premier temps, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir qu'une prise de risque trop importante, c'est l'une des premières raisons de perte déjà, que ce soit chez des particuliers, mais également chez des professionnels. Quand il y a des professionnels, malheureusement, qui perdent des gros montants, c'est aussi qu'il y a eu un risque important. Peut-être un peu trop important, justement. Qu'on soit trader particulier ou trader professionnel, au final, c'est un petit peu la même chose. On va tous avoir, du coup, un risque à prendre quand on prend un trade. Je vous le dis très souvent, la prise d'un trade, c'est un risque. Il faut qu'il soit calculé et bien pensé. À partir de là, si on risque trop et qu'on n'est pas à l'aise avec, eh bien, on va avoir potentiellement des pertes aussi plus importantes. Donc, connaître le bon risque, c'est quoi? C'est se connaître aussi soi-même. C'est pour ça que je vous parlais de psychologie un petit peu. Il faut que ce soit un risque cohérent avec vous-même, mais également avec le capital que vous avez à gérer. Et troisième élément, avec la stratégie que vous allez utiliser. Puisqu'il y a plusieurs profils en tant que trader, il y a aussi plusieurs profils de stratégie qu'on peut employer. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître le bon risque à utiliser. Et tout ça, ça demande forcément du travail, parce qu'il y a un travail sur soi au niveau de la psychologie, il y a un travail au niveau de la stratégie, et il y a un travail au niveau du coup de faire en fait la part des choses et de prendre la taille qui va vous correspondre le plus. Donc il faut travailler un petit peu ça en fonction de votre stratégie et de votre psychologie. Donc on va aussi regarder ici quelques exemples. Qu'est-ce qui se passe si on a un risque un peu trop grand justement quand on trade? Alors, je vais faire cette partie, ensuite je reviens voir si vous avez des questions, bien évidemment, déjà sur le chat. Alors, quand on prend un risque trop grand, les conséquences, c'est quoi? Au niveau psychologique, c'est assez difficile. On va transpirer à chaque tick, à chaque point ou pips, selon le marché sur lequel on se trouve, en notre faveur ou en notre défaveur, justement. Et du coup, ça va nous impacter beaucoup directement parce que c'est des gros montants, c'est un risque important qui est pris. Donc ici, le bon côté de la chose, c'est qu'on peut réaliser des gains importants, bien sûr, mais on peut aussi réaliser forcément des gains, des pertes, pardon, très importantes aussi. C'est ça le souci quelque part. Donc au final, quand on a ce genre de méthode-là, quelque part, peu de succès, clairement, puisque ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de pression,
puisqu'on risque beaucoup, on est prêt à gagner beaucoup, mais en même temps, on risque beaucoup. Et du coup, ça en général un taux de succès très très peu élevé sur le long terme chez les traders particuliers, comme aussi chez les traders professionnels. Donc toute proportion, bien sûr, gardée à l'esprit, puisque les professionnels qui traitent l'argent d'autres personnes ont forcément des capitaux très, très importants. Pour nous, les risques qu'ils prennent en termes de valeur, ça peut représenter beaucoup, mais ça ne représente qu'une petite partie du capital alloué. Donc toute proportion gardée, on pense à ça, bien sûr, puisque ici, quand je parle d'un risque trop grand, en fait, c'est en proportion du capital. Alors, un autre exemple, le risque, quand il est pris de manière beaucoup trop petite, en l'occurrence, la psychologie, pour le coup, elle est très simple, hein. On ne va pas se soucier que de quelques centimes de perte ou de quelques euros par-ci, par-là. Ça va être beaucoup plus simple et limite, on va pouvoir prendre plus de trades ou être plus tranquille. Donc, il faut faire attention sur ce terrain-là aussi, bien sûr. Mais ça traduit quoi? Ça traduit des gains petits et également des pertes petites, en fait. Donc, toute proportion gardée, hein, ici, clairement, c'est toujours la même chose. Avec beaucoup de risques, on peut faire beaucoup, mais on peut perdre beaucoup. Avec peu de risques, on peut faire des petits gains, mais on peut aussi faire des petites pertes. Et par contre, on peut avoir une croissance faible, en fait, puisqu'on fait des petits gains et on fait des petites pertes. Donc ça peut, même si on est un trader gagnant, on fait une petite croissance relativement faible, donc pas très intéressant, hein. Vous comme moi, je pense que quand on pense au trading, on ne pense pas spécialement à essayer juste de faire une toute petite croissance très très faible. On essaye véritablement de dégager une plus-value, une valeur ajoutée du coup régulièrement à notre capital. Donc voilà, je voulais déjà vous mettre du coup en contraste un petit peu un risque beaucoup trop gros, un risque beaucoup trop petit, pour qu'on parle d'un risque plus adéquat, d'un risque en fait plus modéré quelque part. Et justement, ça va modérer aussi votre psychologie. Elle ne va pas être difficile, elle ne va pas être facile, elle va être plus modérée. C'est-à-dire qu'il y aura un risque tout de même, bien évidemment, un risque qu'on prend quand on prend un trade, mais qu'on est prêt à assumer et qu'on comprend et qui ne va pas nous impacter beaucoup. C'est-à-dire que si vous êtes dans la situation où vous tradez votre compte, par exemple, et que chaque perte vous atteint beaucoup trop, c'est-à-dire au niveau de vos émotions, au niveau de la crainte de perdre trop d'argent, etc., c'est que vous risquez déjà trop par rapport à votre capital. Donc après, si vous voulez, ça c'est un des éléments. Après, il y a la partie stratégie, il y a la partie aussi plan de trading, etc. Et les horizons de temps qu'on se donne pour développer un capital, les objectifs qu'on a, tout ça, ça va déterminer un petit peu quel genre de risque on va prendre avec la stratégie qui va avec, etc. Donc déjà, quand on prend un risque plus adéquat, plus équilibré, j'ai envie de dire, on a une psychologie beaucoup plus modérée. Et pour autant, on peut faire des gains relativement moyens, donc c'est déjà quand même plus intéressant. Et les pertes aussi sont relativement moyennes, parce qu'on ne va pas risquer trop, on va pouvoir gagner un petit peu plus même, et on va quand même risquer un petit peu plus aussi. Donc c'est beaucoup plus modéré. Et ça peut quand même donner une croissance stable. Donc c'est déjà un terrain d'entente, un petit peu, pas la terre du milieu, mais un terrain d'entente entre guillemets, sur lequel on va se trouver plus à l'équilibre, plus détendu, puisqu'on ne va pas transpirer à chaque tic, à chaque mouvement du marché en notre défaveur, par exemple. Et on ne va pas être trop sujet à sortir trop tôt aussi de notre position parce qu'on risque beaucoup et qu'on a peur que le marché se retourne. Donc beaucoup d'éléments qui vont jouer sur votre psychologie si vous choisissez déjà un risque plus cohérent, plus pas conservateur, mais plus adéquat, plus équilibré. Donc voilà déjà par rapport à ça, avant de passer sur l'aspect un peu plus de trouver la bonne taille de trade par rapport à vos capitaux, je vais revenir sur le chat, voir s'il y a des questions par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Ici, je remonte un petit peu. Hop, voilà. William qui nous dit du coup attention à ne pas mettre la tête devant le graphe. Oui, pas de souci, t'inquiète, William. J'ai retenu la leçon, t'inquiète pas. Quand on passera sur les graphes, je ferai attention. Merci, William. Karl qui nous dit aussi bonsoir, loupé le live de 8h30. Je ne pouvais pas me permettre de louper également le webinaire. Merci beaucoup, Karl, d'être avec nous. Ça fait bien plaisir. Bon, tu as vu le replay, hein, peut-être. En tout cas, j'espère qu'on sera live aussi ensemble le reste de la semaine. Vous savez que demain, malheureusement, je ne pourrai pas, mais on pourrait être ensemble aussi le reste des jours. En micro-lot, c'est possible, nous disait Charlie. Oui, tout à fait. Les micro-lots chez Admiral vous permettent de commencer à trader par exemple le DAX ou les indices boursiers en général à partir de seulement 10 centimes le point. Donc c'est très pratique justement pour un peu plus personnaliser, j'ai envie de dire, même le risque. Quand on est sur des marchés où on n'a pas des micro-lots, on ne va pas pouvoir dire plus facilement je suis prêt à risquer vraiment ce montant précis ou ce pourcentage-là précis. On va être un petit peu sur des, comment dire, ça va être un peu plus des marches, hein. Soit on passe d'un coup de tel à tel risque, soit on descend de tel à tel niveau en termes de risque.
Donc oui, les micro-lots, bien sûr, tout à fait possible. Christelle qui disait bonsoir, bienvenue à toi aussi Christelle. Sophia qui disait salut Jérém, j'espère que tu vas bien, content d'être avec toi du coup dans ce live ce soir. Merci beaucoup Sophia, plaisir partagé, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas si tu as des questions à ce sujet-là. J'espère que le trading ça va aussi. Annabelle qui nous disait aussi hello Jérémy et à tous, bienvenue à toi Annabelle, ça fait plaisir que tu sois là. Karl, tu nous dis en tant que trader sniper, je ne prends pas de grands risques, j'essaie juste de me positionner de façon à récolter un max de pips. Donc ça c'est très intéressant aussi Karl, clairement, ça te demande de la patience, mais si tu arrives à être patient, ce que je pense, étant donné ce que tu nous dis, c'est très très bien parce que tu vas sniper justement, comme tu dis, le marché. Donc tu vas prendre un risque qui est très très contrôlé, en plus de la taille de ta position, puisque tu vas attendre des conditions tout à fait particulières pour prendre ton trade, donc tu vas encore plus contrôler ton risque, même en dehors, j'ai envie de dire, de la petite sphère qui est le calcul de ta taille de position pour savoir si tu risques tant de ton capital pour du coup une équivalence en nombre de lots d'un certain montant par exemple. Donc très bien, ici sniper les marchés c'est assez important et comme ça tu augmentes ton taux de réussite également et le potentiel du mouvement que tu auras. Annabelle, tu nous disais désolé pour le retard et merci pour le temps que tu nous donnes. Avec plaisir Annabelle, désolé c'est moi qui au début ai un petit peu de retard et du coup je vais me rattraper. Alors Philippe qui nous dit bonsoir Jérémy et à toutes et à tous. Bienvenue à toi Philippe, j'espère que ça va bien. Bonsoir à tous, nous disait aussi Laurent, bienvenue à toi Laurent. Michel, tu nous disais les frais d'entrée et de clôture, c'est juste sur les actions en CFD, pas sur les indices et le Forex. Alors si tu as un compte 0 MT5 ou MT4 par exemple, tu auras une commission entrée-sortie. Le trade.mt5 ou le trade.mt4, celui dont je vous parle le plus souvent et dont ceux que j'utilise en live chaque matin avec vous, c'est des comptes en fait où il n'y a pas de commission entrée-sortie, il n'y a que le spread qui rentre en ligne de compte. Donc c'est des choix différents en fonction des actifs différents, du style de trading qu'on veut faire. Moi par exemple pour le backtesting, j'apprécie énormément de savoir la taille de mon spread pour le rentrer dans le backtest, c'est très très pratique, tandis que rentrer le montant de la valeur, enfin la valeur de la commission entrée-sortie, c'est encore autre chose. Michel qui nous disait, alors attends, ça je l'avais lu, excuse-moi, Charlie qui nous disait, ok merci, de toute façon cela va aborder le micro-lot ce soir, être abordé. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Euh, alors n'hésitez pas si vous avez en même temps des questions en particulier tout au long du webinaire, bien sûr c'est fait pour ça. Et même vers la fin du webinaire, si vous voulez me donner des idées pour les prochains webinaires, je suis preneur, bien évidemment, n'hésitez pas. S'il y a des topics que vous voulez vraiment aborder, j'avais eu des retours la dernière fois comme quoi le money management déjà ça vous intéressait, donc je me suis dit déjà on peut attaquer un petit peu avec ce topic-là. Karl, tu nous dis c'est justement mon profil sniper qui me pousse à améliorer mes analyses de chandelier japonais. Je souhaite moins me fier aux indicateurs techniques et plus devenir chartiste. Très très bien Karl, très très bien, tu es sur la bonne voie. À quand un webinaire sur ces deux sujets? Ok, très bien, bah, écoute, je peux le noter, tout à fait. N'hésite pas sinon à me le redire tout à l'heure. Mes figures chartistes. Je ne sais pas si tu n'as pas déjà été voir l'article, mais on pourra en faire un webinaire, il n'y a pas de souci, j'adore ça aussi. Et tu nous disais aussi, du coup, en plus du chartisme, l'analyse des chandeliers japonais, donc du price action directement. Ça commence, je pense, à aussi intéresser beaucoup de monde, le price action en soi. J'en parle très très souvent, clairement, parce que j'adore ce sujet-là et que je trouve que c'est très pertinent. Donc si vous voulez aussi qu'on aille sur ce terrain-là, il n'y a pas de souci. Florian, tu nous disais, salut, le live sera-t-il en replay? Oui, 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 il sera en replay sur la chaîne YouTube, courant de la semaine. Oui, il le sera, disait Giovanni. Oui, clairement, merci pour ta réponse. Florian qui disait merci aussi. Michel qui me disait, est-ce que la commission est prise lors de la vente de la position? Position, en fait, si tu veux, la commission quand tu es sur un compte, par exemple, comme le compte 0, que je te disais tout à l'heure, c'est entrée-sortie. Donc, tu as une commission dès que tu prends ta position, que ce soit à l'achat ou à la vente, et tu as une commission dès que tu sors de ta position, que ce soit à l'achat ou à la vente. Annabelle qui nous dit aussi le nombre de fois que le marché frôle mon TP, c'est rageant, je suis du coup trop objectif dans mes TP. Alors Annabelle, ici, sujet très intéressant, est-ce que tu as backtesté justement tes TP? Si tu as backtesté tes TP et que le taux de réussite te convient voilà, et ça souligne, si tu veux, quelque chose de profitable qui atteint souvent son TP et que le ratio est suffisant, tu vas avoir de plus en plus confiance puisque tu auras ce backtest derrière toi pour laisser le marché en fait atteindre ton TP. Parce que souvent, hein, c'est la crainte de tout le monde, on passe à 1 mm du TP, ça se retourne, même moi en live, vous me voyez le matin, je vous dis parfois, je suis passé à 1 mm, hein, vraiment à 0,2 points des fois du TP, on laisse faire. Et un mauvais trade, des fois, ça peut ressembler aussi à ça. Donc, enfin, pas un mauvais trade, on va appeler ça un trade perdant. Donc voilà, le backtest qui aide à avoir confiance dans l'emplacement des TP.
Donc on va continuer sur comment trouver aussi la bonne taille, bien sûr, et je reviendrai sur le chat tout de suite après. Alors, pour trouver la bonne taille ici, du coup dans notre trading, il va quand même falloir penser à plusieurs éléments. Et là, je vous ai mis le drawdown limité et une croissance pertinente. Le drawdown, déjà, je vais rappeler ce que c'est. Le drawdown, c'est votre nombre de trades perdants d'affilée qui va vous créer, en fait, sur votre equity curve, sur votre capital, en fait, le point le plus bas que vous avez atteint depuis que vous avez démarré à trader sur le compte. Donc, à partir de là, ce drawdown limité, c'est une notion qu'on doit garder à l'esprit parce que quand on se pose la question de quelle taille on va trader sur les marchés, il va falloir tout simplement aussi se dire que le drawdown est associé au risque qu'on prend sur nos trades. Plus on va prendre de risques, plus le drawdown sera important. Donc à partir de là, garder à l'esprit qu'il faut limiter son drawdown nous aide aussi à nous dire tiens, il ne faut pas que je prenne trop de risques, et ça va être un point de mesure quelque part aussi pour votre prise de décision, vous dire tiens là, je pensais que c'était un risque convenable, mais mon drawdown est quand même trop important. Il faut que je diminue encore mon risque pour avoir un drawdown acceptable et pour pouvoir exploiter cette stratégie qu'on a backtestée, etc. Et c'est ce qui permettra une croissance plus pertinente aussi, si bien sûr la stratégie le permet. Donc c'est un autre élément de se dire, ok, mon drawdown désormais est limité et je le trouve acceptable. À partir de là, est-ce que ma croissance est relativement pertinente aussi? Sinon, pourquoi pas essayer d'améliorer le système ou voire de changer peut-être la méthode ou du coup de travailler un petit peu autour des TP, des stops, etc. Mais ces éléments-là sont importants. Essayez vraiment, quand vous choisissez votre taille de trade dans votre stratégie, de penser à limiter vraiment votre drawdown. C'est vraiment la partie plus long-termiste, on va dire, hein. Penser au drawdown de manière vraiment générale sur des centaines de trades, tandis que là, à l'instant T, on se dit, je vais choisir telle taille pour trader. C'est là que vous voyez que peu importe qu'on fasse du scalping, day trading ou swing trading, il faut toujours garder une vision long terme, se dire que même dans la gestion du risque et la taille qu'on va choisir, il faut penser long terme. Est-ce que sur long terme, ce type de risque que je prends me convient quand même? Et ça, c'est le drawdown limité qui va nous aider à penser et à garder ça à l'esprit. Tout simplement, de l'autre côté, on compare avec la croissance que ça offre, le fait de prendre tel risque en fonction de la stratégie. Et si la croissance est relativement quand même pertinente, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Donc, pour toujours, hein, pour trouver la bonne taille, on va parler en nombre de contrats, donc soit des lots pleins, soit des micro-lots, justement. Quand on parle de CFD, on va plutôt parler de lots que de contrats. Mais là, je voulais rester général, donc on parle de nombre de lots, de nombre de contrats, peu importe, c'est des lots, des micro-lots, notamment sur les CFD, bien sûr, chez Admirals. Et aussi, on peut parler en pourcentage du capital. Alors, je vais vous parler aussi un petit peu de ma façon de voir les choses un peu après, mais je voulais vous parler aussi un petit peu de différents profils. Quand on parle de la taille d'un compte, on peut avoir un petit compte ici. Donc, qu'est-ce qu'un petit compte, hein? Tout est relatif, mais on va prendre l'exemple de 500 € par exemple. Sur un compte de trading, c'est un petit compte. Et ce qu'on s'aperçoit clairement souvent avec ce genre de compte, bien, c'est que le trader va prendre plus de risques. Pourquoi? Parce que c'est un petit compte et que le trader va chercher à réaliser un résultat intéressant. Donc avec un petit compte, pour avoir des résultats intéressants, il n'y a pas 36 solutions. Soit il faut prendre vraiment des tonnes et des tonnes de trades, tout en gardant une espérance de gain intéressante, soit on prend plus de risques, puisqu'on risque un petit compte. Souvent, les traders même vont être prêts à perdre ce petit compte-là, donc ils vont prendre beaucoup de risques pour essayer de doubler, tripler le compte rapidement, et sinon ils l'ont perdu, mais ils sont prêts à l'accepter. C'est souvent le genre de choses qu'on observe clairement auprès des traders aussi particuliers. Donc là, le petit exemple d'un petit compte avec ce que ça implique. Qu'en est-il d'un compte important, un gros compte de trading? Eh bien, on peut se permettre de prendre moins de risques puisqu'on a plus de capitaux, clairement. C'est une situation un petit peu idéale, forcément, puisque la prise de risque est moindre. Et pour autant, on a bien sûr cette solution de en fait, générer des résultats quand même intéressants. Alors, parlons maintenant de stratégie. On va avoir différents aspects dans la stratégie. On va avoir le taux de réussite, on va avoir le risk reward et on va voir le principe du backtest. Tout à l'heure déjà, on a commencé à en parler un petit peu. Le taux de réussite, je rappelle qu'est-ce que c'est. Le taux de réussite, c'est le pourcentage du coup de votre nombre de positions qui vont être gagnantes. Donc par exemple, vous prenez 100 trades et sur 100 trades, vous avez 70 trades gagnants et vous avez 30 trades perdants. Votre taux de réussite, ce sera 70% de taux de réussite pour 30% de taux de perte. Ça, c'est du coup le taux. Et en l'occurrence, on s'intéresse bien sûr plus au taux de réussite puisque ça découle sur le taux de perte. Le risk-reward, qu'est-ce que c'est? Le risk-reward, c'est ce que vous êtes prêt à perdre sur un trade justement par rapport à ce que vous êtes prêt à gagner. Si je souhaite risquer 50 € sur un trade, pour gagner 50 € si mon TP est atteint,
eh bien, je vais avoir un risk-reward de 1 pour 1. C'est exactement le même montant, 50 en risque que 50 en gain, c'est du ratio de 1 pour 1. Et enfin, le backtest, j'en parle très très souvent aussi, mais je vous rappelle un petit peu ce que c'est et pourquoi je vous en parle ici. Le backtest, c'est tester dans le passé de manière systématique, ainsi, en fait, même plus qu'un signal de trading, une stratégie complète de trading. Et c'est ce backtest qui vous permet d'obtenir ce taux de réussite, ce risk-reward et encore bien d'autres du coup, de données statistiques intéressantes et pertinentes. Et notamment ce fameux drawdown aussi que vous pouvez obtenir sur le long terme sur du coup vos comptes de trading, vous pouvez le voir et l'analyser à l'aide de ce backtest. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de ces éléments-là, puisqu'en fin de compte, quand on va parler de comment trouver la bonne taille, utiliser tel nombre de micro-lots ou de lots, etc., si on ne sait pas ce que est, enfin, comment la stratégie fonctionne et ce que la stratégie peut générer et a notamment généré dans le passé, aussi bien en bien qu'en mal, on n'aura pas des bons points de référence pour prendre la bonne décision sur la taille qu'on va du coup utiliser, la taille à choisir pour trader. Alors avant de passer sur un petit exemple, je reviens justement sur le chat, voir ce que vous pensez déjà un petit peu de tout ça. Alors je remonte un petit peu, voir s'il y avait quelques questions plus haut. Voilà, merci Jérémy nous écarte, je t'en prie. Le nombre de fois, alors pardon, ça je l'avais lu, tac tac tac, décidément ce soir, je vais y aller. Live dure combien de temps sinon? Alors le live de ce soir, il va durer à peu près 1 heure. On a démarré un peu en retard, donc on va continuer un petit peu quand même vers 9h10 à peu près. Karl qui nous dit, du coup, j'ai lu avec passion l'article, mais du coup, il date un petit peu. J'aimerais du coup des nouvelles fraîches. Ça marche, Karl, ça marche. Alors après, tu sais, dans le monde des figures chartistes, hein, c'est un petit peu de l'ancien, dans le sens où justement, ces figures chartistes existent depuis la nuit des temps. Il n'y a pas forcément de nouvelles figures qui apparaissent dans le temps, même s'il y en a quelques-unes qui apparaissent. Hein, je pense notamment à des patterns comme le butterfly, tu sais, des figures, du coup, on va utiliser des ratios de Fibonacci, par exemple. Mais bon, on pourra en reparler, c'est vrai que ça ne fait pas partie notamment de l'article des figures chartistes, puisque ça va encore un petit peu plus loin. Euh, mais c'est un sujet intéressant et je pourrais y penser si tu veux. Pascal qui nous disait, Annabelle qui nous disait, du coup, je suis comme toi, du coup, je mets du coup un stop suiveur. Voilà, par rapport à l'histoire du TP, c'est vrai d'Annabelle. Donc le stop suiveur qui peut être aussi une solution. Annabelle qui nous dit, alors pardon, Timothée qui nous disait, salut, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. As-tu des conseils particuliers pour du swing trading sur le GR30? Bienvenue à toi Timothée, merci beaucoup pour ton message. Écoute, sur le GR30, en termes de swing trading, on conseille de base, comme d'habitude, du price action, puisque sinon, tu vas avoir de la latence, notamment en plus avec des mouvements assez amples et des indicateurs qui vont avoir voilà, qui mettront du temps à interpréter vraiment ce qui se passe au niveau des bougies. Donc concentre-toi bien sur le price action, contrôle bien ton risque puisque tu es en swing trading, ça veut dire que tu as des stops plus grands aussi. Donc ça c'est très important. Si tu peux avoir plusieurs sorties partielles, c'est une bonne chose puisque ça va t'aider et te permettre pardon, à gérer ton risque et à gérer en fait ton scénario de manière bien plus agréable et aussi en fait. Pascal qui nous dit du coup je perds juste quelques pips sur retour de tendance, 6 retours de tendance. Ça marche. Alors attends, hop, on en est où? Carl qui dit le backtest serait également intéressant pour un webinaire. Ça marche. C'est des sujets que j'adore, donc moi ça ne me dérange pas du tout. Faudrait que je prenne note un petit peu de tout ça. Si on en reparle vers la fin du coup de la séance, n'hésitez pas à me relancer sur les sujets pour les prochains webinaires. Je pourrais aller noter directement tout ça. Le drawdown, c'est le latent ou la perte effective, nous disait Sophia. Alors, moi, tel que je vous le parle ici, c'est la perte effective, c'est-à-dire sur clôture de position. Je ne vais pas ici tenir compte de la perte latente. Pourquoi? Parce que la perte latente, pour moi, ne doit pas dépasser le stop loss initial qu'on a mis en place. Ce qui veut dire que tu n'auras pas en fait une perte latente qui va impacter trop normalement ton capital puisque chaque trade en fait doit respecter un risque qui est prédéfini. On ne doit pas déplacer le stop. Du coup, pour laisser plus respirer le marché, c'est quasi pas à coup sûr, mais c'est de toute façon l'une des raisons pour lesquelles de nombreux comptes sont malheureusement perdus parce que justement on pense toujours que ça va revenir au point zéro limite et on sortira alors que le marché peut tout à fait se retourner et continuer dans ce sens.
Enzo, tu nous disais, du coup, j'ai pas très bien compris le drawdown. Alors, j'en reparle. Le drawdown, c'est, si tu veux, les pertes consécutives que tu vas pouvoir enchaîner. Par exemple, il y a des très bonnes stratégies sur lesquelles tu vas avoir quand même 5 à 6 trades perdants d'affilée possibles au cours d'une centaine ou de 200 trades, etc. Donc, le jour où tu enchaînes 5 à 6 trades perdants d'affilée, ton drawdown, tu vas du coup l'atteindre en fait, hein, si tu veux, tu vas être dans une phase de drawdown quelque part. Et si cette phase de drawdown, par rapport au risque que tu prends, est vraiment trop importante, c'est-à-dire que ça va vraiment impacter ton capital de manière plus globale, c'est quand même que tu risques peut-être un petit peu trop. Dis-moi si c'est plus clair pour toi désormais, Enzo, là-dessus. Annabelle qui me disait, Pascal, le stop suiveur, du coup, c'est le SL Management. Jérémy en parle souvent. Oui, le trailing stop en anglais, le stop suiveur en français. Je t'avoue que le SL management, c'est la première fois que je le vois, mais c'est voilà, c'est le même principe, hein. C'est, tu gères ton stop loss, plus tu avances en ta faveur et plus tu te rapproches, tu sécurises et tu te mets dans la situation où tu vas pouvoir, même quoi qu'il arrive, finir ta position en gain. Je vous fais souvent aussi, hein, dès que je peux, l'exemple sur le système LTR. Enzo, alors attends, ça c'est bon. Pascal qui nous dit, voilà, Annabelle, oui, mais pas dans le mini terminal, mais sur MT5 pour ma part, quand le mini terminal, il suit l'offre. Alors, je pense que c'était par rapport au TP1. Ici, parce que j'ai peut-être pas tout compris. N'hésite pas à me redire ça. Jamel qui nous dit concernant les indicateurs techniques, j'obtiens d'excellents résultats quand ils sont utilisés en multi-time frame. Il faut savoir programmer en MQL pour pousser l'analyse à son extrême. Alors, ici, Jamel, les indicateurs techniques, en fait, c'est simple. Peu importe ce que tu vas utiliser, que ce soit le price action, les indicateurs techniques ou quoi que ce soit, du moment que tu l'utilises déjà en multi-time frame, tu augmentes tes probabilités de succès clairement. J'avais d'ailleurs dans la vidéo ou dans l'article sur la moyenne modique, je vous avais montré des croisements, des choses très très simples, mais qui sont un peu en retard puisque c'est des indicateurs qui vont laguer. Mais déjà en utilisant ne serait-ce que le multi-time frame, pour ceux qui se posent la question, le multi-time frame, c'est utiliser plusieurs unités de temps, du coup plusieurs unités de mouvement pour tout simplement augmenter les chances de succès. On va regarder des graphiques supérieurs pour intervenir sur des graphiques plus petits et on va attendre une concordance sur l'ensemble de ces graphiques pour augmenter les chances et plutôt les probabilités de succès. Donc voilà ici, clairement, peu importe ce que tu utilises, du moment que tu l'utilises déjà dans le multi-time frame, c'est forcément déjà beaucoup mieux. Pascal qui nous dit du coup, clic droit sur un ordre et trailing stop. Ah oui, ok, donc tu parlais de ça pour placer un trailing stop. Oui, tu peux le faire sur la plateforme comme ça. Ouais. Annabelle qui disait à Enzo, l'ordre est une succession de pertes sans gain, alors je réduis mon risque de moitié. Ok, donc ta façon ouais, de gérer ça, plutôt bien aussi. Après, il faut voir bien sûr sur la globalité en fonction de ta stratégie, si c'est le plus intéressant, mais c'est déjà une bonne manière de penser, de se dire, attention, je commence à perdre, est-ce qu'il ne faut pas que je réduise un peu mon risque? Enzo qui disait merci Annabelle et Charlie qui disait intéressant le live. Merci beaucoup Charlie, ça fait plaisir. Pascal Annabelle qui disait à Pascal, j'ai mis terminal sur MT4, je vais contacter le SAV pour étudier. Alors Annabelle, n'hésite pas, on pourra regarder live aussi, hein, bien sûr, les détails si tu veux du mini terminal. Charlie qui disait ok merci, je t'en prie. Pascal qui disait du coup sur MT4, ça doit être pareil. Oui, clairement, le mini terminal fonctionne de la même manière, MT4 et MT5. Cédric qui nous disait salut, moi je suis tout nouveau, bienvenue à toi. Cédric, n'hésite pas si tu as la moindre question, j'espère que le topic de ce soir vous plaît en tout cas. Alors Pascal qui disait le problème du midi-terminal, c'est qu'il suit l'offre. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, en fait, selon la position d'achat ou de vente, le spread, si tu es sur un compte trade MT4 ou MT5, s'applique de manière un peu différente. À la vente, ton stop suiveur sortira sur l'ASC, en fait, sur le prix de l'ASC. Tandis qu'à l'achat, du coup, ton stop suiveur, plus ça monte, plus du coup, tu resserres ton stop suiveur, par exemple, tu sortiras au niveau du bid, en fait. C'est la différence achat-vente quand on est sur des comptes trade MT5 et trade MT4 quand on parle du stop suiveur. Tes explications sont top, merci, nous disait Cédric. Avec plaisir, Cédric. Merci beaucoup pour ton message. Michel qui nous disait, voilà, question hors sujet, mais concernant MT5 Suprême, j'ai perdu du coup la recherche des actifs sur la gauche. Alors, observation de marché, on va aller voir dans un instant si tu veux, mais observation de marché, tu peux l'avoir avec le contrôle CTRL plus M, ou sinon tu fais clic droit ici et tu vas personnaliser pour retrouver l'icône en fait. Allez, on va repartir sur du coup ces petits exemples. De toute façon, on passera même sur la plateforme ensemble pour voir ce qu'il en est dans peu de temps. Alors, petit exemple ici, on parlait taux de réussite, etc. Donc là, je vous montre un taux de réussite, une stratégie
gagnante quand même, mais un taux de réussite à 40%. 40%, c'est bas, hein, vous avez tendance, c'est une réaction logique, hein, au départ, on a tendance à se dire, bon, 40% de taux de réussite, c'est pas une stratégie gagnante. Tout dépend du taux de réussite. Le taux de réussite, si on perd 1 pour gagner 2, donc si on risque 50 euros pour gagner 100 euros, du moment que 4 fois sur 10, on a du coup cet objectif des 100 euros atteint, eh bien, on est quand même gagnant. Donc un système gagnant quand même, mais un taux de réussite assez bas. Alors pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'en fin de compte, quand on voit ce genre de choses-là, on peut se dire quel genre de risque va correspondre à ce type de stratégie. Soit dit en passant, ce type de stratégie correspond très très souvent aux investisseurs. Des investisseurs qui achètent plusieurs actions sur lesquelles, du coup, on va avoir quelques actions qui vont être beaucoup rémunératrices par rapport à d'autres. Donc c'est le genre de profil un petit peu 40% de taux de réussite, mais un ratio intéressant, 1 pour 2, et du coup, ils dégagent des profits. Donc ils peuvent se permettre aussi quelque part de risquer bas, puisque on peut du coup risquer bas dans le sens où on va gagner 2 fois ce qu'on risque en fin de compte. Et c'est une des solutions qui n'est pas très souvent la plus adoptée, bien sûr, parce que l'être humain aime avoir du coup souvent raison, entre guillemets, mais aime en tout cas plus le trader, hein, bien sûr, aimera plus le taux de réussite élevé. Mais je voulais vous montrer ça et vous faire penser un petit peu à ça. Ça correspond en plus la plupart du temps à des comptes importants, des gros comptes de trading ou des gros comptes d'investissement dans lesquels on ne va pas être sujet à se dire, bon, je vais avoir pas mal de trades perdants d'affilée. Non, je sais que je vais avoir des trades conséquents perdants d'affilée, mais je vais risquer tellement 2 fois moins en fait par rapport à ce que je suis prêt à gagner que c'est pas grave et que je vais dégager de la plus-value dans le temps. Donc ça, c'est souvent retrouvé sur des gros comptes aussi de trading. Deuxième exemple, je vais prendre un exemple avec un taux de réussite, 70% de taux de réussite, donc 7 fois sur 10, on a des trades gagnants. Et là, par contre, on ne va pas avoir un ratio de 1 pour 2, on va avoir un ratio inférieur à 1 pour 1. C'est un autre profil qu'on retrouve très souvent, et notamment ici, du coup, le fait de risquer, par exemple, 1 pour gagner 0,7. Donc imaginez, par exemple, on va risquer 100 euros pour gagner seulement 70. Mais on atteint tellement souvent les 70 du coup en gain que c'est un système aussi gagnant. Et là, le risque est quand même plus élevé. Si on veut faire bien sûr des résultats intéressants, on est obligé de risquer plus. Et derrière, on s'aperçoit très souvent que c'est un peu la mécanique qui va en fait un petit peu avec les comptes plus petits. Donc les comptes plus petits, pourquoi? Parce qu'en fait, avec peu d'argent, on essaye de faire quand même beaucoup. Donc on veut avoir des taux de réussite très élevés, prendre un peu plus de risques pour faire monter, pas la mayonnaise, mais pour faire monter un petit peu plus, un peu plus vite en fait le capital. Donc voilà deux exemples ici aussi qui remettent un petit peu les choses dans leur contexte. Alors ma manière un petit peu de faire par rapport à ça, c'est quoi? C'est déjà de penser en termes de pourcentage du capital. Et c'est aussi de me dire que je peux risquer, par exemple, entre 0,5% de mon capital et 1% de mon capital. Tout dépend, bien sûr, de comment je veux gérer le compte, de la stratégie que j'utilise et du signal que j'utilise. Parce que même au sein d'une même stratégie, vous pouvez avoir des signaux agressifs et des signaux conservateurs. C'est aussi toutes les dimensions qu'il faut prendre en compte, parce que quand vous avez un signal agressif, la logique voudrait aussi que vous preniez un peu moins de risques. Si vous avez un signal plus conservateur, la logique voudrait aussi que vous preniez peut-être un petit peu plus de risques que le signal agressif. Donc c'est pour ça ici qu'on peut avoir une tranche aussi dans laquelle on peut évoluer. Mais j'évolue personnellement par rapport à un pourcentage donc, de capital. Pourquoi? Tout simplement pour rester dynamique avec le capital. C'est pas parce qu'on a 5 000 ou 150 000 euros qu'on va dire je vais trader. Moi, je décide de trader 3 contrats et basta, 3 lots et c'est réglé. Non, il faut être, du coup, je trouve cohérent avec le capital. Il faut être du coup dynamique avec le capital et même pour faire grandir et croître le capital sur le long terme en fait. Rester en pourcentage du capital, je trouve que c'est une solution très très bonne. Et du coup, voilà un risque relativement cohérent, bien sûr, 0,5%, 1%. Je vais vous montrer aussi un exemple de pourquoi. Vous allez voir que c'est un risque modéré et du coup, ça va permettre quand même aux traders aussi d'être plus tranquilles. Et on retrouve ce genre de choses aussi plus sur des comptes relativement plus standards en termes de taille. Donc par exemple du 5 000 euros, du 10 000 euros, ce genre de choses. Alors encore un petit exemple ici. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer avec 0,5% qu'est-ce qui se passe et dans quelle situation ça vous met en termes de trader face au risque. En fait, avec 0,5% de risque par trade sur votre capital, il vous faudra 200 trades perdants d'affilée pour perdre votre compte de trading. Ce qui est quand même, du coup, relativement rare. Donc la perte entière et totale du compte de trading doit quand même enchaîner beaucoup de trades perdants du coup pour y arriver avec du 0,5% de risque. Alors vous en doutez, si vous risquez 1%, c'est plus 200 trades perdants d'affilée, ça va être
seulement 100 trades perdants d'affilée, mais c'est déjà beaucoup 100 trades perdants d'affilée. Et du coup, ça vous donne aussi une perspective. Vous dites, bon ben voilà, du moment que j'ai pas autant de trades perdants d'affilée, mon compte est à l'abri, tout simplement. Et ça, c'est sans parler de stratégie de money management autour de ces pourcentages-là qui peuvent encore plus diminuer le risque de perdre la totalité de son capital et qui peuvent même vous aider à aller beaucoup plus loin quand vous faites la croissance de votre equity curve parce que vous êtes dans des phases de gain, même en risquant 1% ou 0,5% de votre capital. Donc ça, c'est ma manière de faire, hein, clairement. Comme ça, le capital est préservé. On ne va pas cramer du jour au lendemain son capital, ce qui est quand même très très important, hein. On évolue dans une c'est pas une niche, mais dans un monde, le trading, où il y a beaucoup, beaucoup de perdants, pour des tonnes de raisons. La gestion du risque en est bien sûr une. Et à partir de là, se dire déjà, voilà, je ne vais pas, du coup, perdre mon compte de trading, bah, parce que j'ai déjà une bonne gestion du risque. Et ça, c'est déjà un des piliers de la réussite, clairement. Donc on va passer à du concret également. Je vais revenir sur le chat, hein, mais je voulais vous montrer justement le mini terminal. Pourquoi? Parce que le mini terminal va vous aider à faire cette concordance entre un pourcentage de votre capital ou un montant en euros fixe avec le nombre de contrats, c'est-à-dire le nombre de lots ou de micro-lots que vous allez vous utiliser pour prendre un trade de manière très concrète. Et pour ça, on va passer sur la plateforme, mais je vais finir aussi de voir les commentaires. On a pas mal de messages, ici 35 messages. Je vais essayer d'aller vite. Et comme ça, on passe sur du concret aussi sur les graphiques. Alors, Pascal qui disait, du coup, c'est bon, Annabelle, Michel, inséré. Karl qui nous disait, je ne sais pas comment fait Jérémy, mais dès qu'il explique un sujet, je suis complètement hypnotisé tellement c'est passionnant. Oh, c'est très sympa, Karl, merci. Je suis très content que ça te plaise vraiment. Je pense que, étant donné que ça me passionne aussi, je pense que peut-être que j'arrive à transmettre ma passion au final comme ça. Très très content que ça te plaise. Pascal qui nous dit du coup voir symbole, Active Forex, CFD crypto. Alors, tu as la touche, hein, CTRL, c'est le raccourci dont je parlais tout à l'heure, hein, pour l'observation de marché. Dis-moi si tu l'as trouvé pour l'observation de marché qui t'affiche les actifs ici. Tu as tout simplement le clavier, raccourci clavier CTRL plus M. Donc justement, voilà, on va passer sur les graphes. Pour ça, voilà, on va faire ça comme ça. Alors, on va regarder un actif américain, par exemple le Nasdaq 100 que j'aime bien, ou le Dow. Hop, ici. Donc le Dow qui se dirige d'ailleurs à l'heure actuelle sur la résistance. On se rapproche d'une borne haute zone de range. Ça, c'est les graphes qu'on voit aussi au quotidien ensemble, bien sûr. Je vais quand même finir, il y a pas mal de questions. Pascal, tu nous disais du coup, oui, c'est les secteurs sur lesquels vous souhaitez trader. Karl qui disait ça du coup à Pascal. Ah voilà, en parlant Forex, CFD crypto. Michel qui nous disait du coup, si on voit que les marchés, que le marché est dans le bon sens et donc dépasse notre prix d'achat, pourquoi ne pas déplacer le stop suiveur mini break-even? Alors le break-even, ça peut être une bonne solution, mais quand on parle de break-even, je trouve que le point le plus important à souligner, c'est le timing. En fait, on ne peut pas utiliser le break-even peu importe comment, j'ai envie de dire quelque part. C'est-à-dire que si on place trop vite son stop loss au niveau du break-even, les probabilités de sortir break-even sont importantes. C'est pour ça que je vous parle de timing par rapport à ça. Il faut faire vraiment attention parce qu'on est trop tenté en tant qu'être humain de se dire, bon ça y est, on avance un petit peu en ma faveur, boum, je me place break-even, je risque plus rien. Malheureusement, très souvent, on sortira au point zéro et on ne rentabilisera pas le risque pris parce que quand on prend un trade et que ça se retourne direct sur le stop, c'est une perte sèche qu'il faut pouvoir ensuite rentabiliser avec une nouvelle prise de risque. Donc c'est pour ça que je ne suis pas personnellement favorable au break-even trop tôt. Tout est une question de timing par rapport à ça. Pascal qui disait fichier, voire inséré et symbole. Alors dites-moi si c'est bon, hein, par rapport à l'observation de marché. Enzo qui nous disait, pardon, parfait Jérémy, j'ai tout bien compris à présent. Parfait Enzo, ça fait plaisir. Pascal qui nous disait, Jérémy, pour l'ETP et le SL du terminal, il suit l'offre, donc j'utilise le trailing stop de MT5. Alors comme je te disais, en fait, selon le sens de ta position, le stop loss suiveur sera déclenché sur le bid ou l'ask. Donc après, tu peux en tenir compte tout simplement en jouant sur pas la variabilité, mais la dimension, si tu veux. Il y en a un que tu peux laisser un petit peu plus haut parce que tu sais qu'il sortira sur l'ask, alors que l'autre, ce sera sur le bid. Tu vois ce que je veux dire? Tu as une marge, en fait, voilà, à prendre en compte selon le sens de ta position. Michel, tu nous disais, le trading algorithmique avec un robot testé et backtesté avec une majorité de gains, ce ne serait pas le moyen de se dégager de la psychologie comme l'impatience, etc.
Bien sûr que si, clairement, c'est une solution. Par contre, du coup, dans le monde des robots de trading automatique, backtestés et testés, etc., il faut faire bien attention à une chose, c'est qu'il y a beaucoup sur Internet de robots de trading qui sont suroptimisés, basés sur des indicateurs techniques. Ce qui veut dire que on peut avoir un test historique magnifique parce qu'on a suroptimisé justement, et bon, c'est souvent le cas pour vendre bien sûr des robots de trading sur Internet. Malheureusement, on ne vit pas toujours dans un monde honnête, en l'occurrence où on peut, voilà, on peut avoir des publicités un peu agressives, où il y a des résultats juste énormes avec un robot de trading. Il faut faire bien attention parce que c'est pas très compliqué de coder un robot, de l'optimiser, du coup de lancer la machine en fait qui elle est conçue pour le coup pour optimiser tous les paramètres de la stratégie, sortir les meilleurs résultats dans le passé. Mais ça n'est en aucun cas ce qui pourrait être à l'avenir. La seule solution pour moi, c'est vraiment, si vous voulez, un robot de trading, par exemple, pourquoi pas automatique, mais du coup, tester et backtester dans le passé, mais basé sur des choses dynamiques qui suivent le contexte de marché. Ça, c'est très important parce que les indicateurs techniques suroptimisés ne suivent pas les conditions, ils les suivent et ils ont collé aux meilleures conditions possibles dans le passé, mais ils ne vont pas le faire à l'avenir. Donc, c'est ça le souci. Et il faut faire bien attention à ça. Mais si vous voulez, pour moi, la meilleure solution, c'est du trading semi-automatique, voire du trading automatique. Mais le trading discrétionnaire, ça peut vraiment être plus pour le fun, mais en aucun cas pour un compte sur lequel on essaie de générer vraiment des revenus et de faire vraiment des choses intéressantes sur le long terme. C'est vraiment, par exemple, le trading discrétionnaire, je l'associerais plus directement au trading d'opportunité et aussi pour se faire plaisir sur la lecture et l'analyse graphique, quoi. Très bonne question, Michel, en tout cas. Michel, du coup, c'est bon, nous disait Pascal. Et William qui nous disait bonsoir, je voulais savoir, du coup, qu'est-ce qu'une zone de range? Du coup, je ne sais pas comment écrire. En range, c'est oui, R-A-N-G-E. Une zone de range, tu en as une ici, par exemple, c'est tout simplement une zone de consolidation. Mais ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire si tu veux. C'est tout simplement une zone dans laquelle on évolue, on est bloqué par le haut et par le bas, et le prix est toujours à l'intérieur. Karl qui nous disait, du coup, Michel, le robot de trading comporte malgré tout, du coup, justement, alors attends, le problème que justement c'est automatisé, on perd un peu le contrôle des positions prises. Aussi, oui, c'est un peu le downside. Clairement, il faut faire confiance ensuite au robot et à la machine. Clairement. Pascal qui nous dit, alors pardon, Michel qui disait Pascal, insérer quoi? William qui disait range, voilà exactement. Merci Pascal disait William et Michel qui nous disait c'est cadre, c'est uniquement voir. Michel qui disait ok cool, hop, on va y arriver, hein. Michel qui nous disait Karl, du coup les robots qui ont des bons résultats. Michel, Annabelle qui disait à Michel du coup, c'est nous les robots, c'est la base vraiment, c'est la psychologie 80%. Oui, c'est l'être humain est un bon robot, j'ai envie de dire en quelque sorte. Sa faille vis-à-vis du trading, c'est justement l'aspect émotionnel qui fait partie de l'être humain et du coup qui atteint sa psychologie. Michel qui disait du coup Annabelle, les robots bien paramétrés et pro, donc bénéficiaires, peuvent trader quand même quand on est absent. Yes, tout dépend des robots aussi, bien sûr. Après, moi, je fais très attention aussi à ce côté-là, c'est-à-dire que les robots qu'on laisse tourner et qu'on peut partir en vacances et qu'on revient, faut quand même faire attention. Il y a toujours des conditions particulières sur les marchés, on peut avoir un crash, on peut avoir du coup beaucoup de slippage, on peut avoir des erreurs même. Le tick saute et du coup on a le robot qui n'arrive pas à prendre, ça peut créer aussi un message d'erreur, etc. selon les plateformes, sur les marchés sur lesquels on se trouve. Et à partir de là, l'être humain qui est toujours pas très loin, ça peut quand même aider aussi pas mal. Beaucoup de messages, hein, ça fait clairement plaisir ici de vous voir du coup si actif ce soir. S&P 500 avec 6 000 €, je constate que par moment un effet de levier de 1 est accepté et par moment il est refusé. Existe-t-il un tuto pour voir, pour faire ce calcul moi-même? Alors tu as sur le site internet, tu as le calculateur de trading. Tu as, donc attends, hop, ici si tu veux, j'allais vous montrer ça, hop. Donc dans trader en ligne, hop, ici tu as le calculateur trading et tu vas pouvoir voir ici les marges en fait en fonction justement du contrat que tu veux prendre, de l'actif que tu veux prendre à l'achat ou à la vente, l'effet de levier dont tu disposes, etc. Donc je t'envoie le lien si tu veux directement dans le chat ici. Voilà. Pascal qui disait Annabelle, je pense même qu'il est dommage de ne pas voir le système chat ou autre pour échanger entre utilisateurs lors de nos séances de trading. Alors vous avez le chat hein, sur le YouTube, sur la chaîne YouTube tous les matins, vous pouvez échanger. Je lis tous les messages, en tout cas, vous le savez, et je réponds à toutes les questions. Annabelle qui disait à Pascal, j'espère que Jérémy va noter ton message et y réfléchir. Alors, c'est vrai que
faire plus que le chat à l'heure actuelle sur YouTube, ça va être quand même compliqué, je vous avoue. Problème de connexion, pardon. Vous avez traité le micro-lot. Ça, c'était Charlie. Alors, les micro-lots, si tu veux, on va en parler, puisque je voulais vous montrer aussi des exemples ici sur la plateforme. Je finis juste de lire quelques messages rapidement. Alors, j'ai été vite en descendant ici, excusez-moi. Je vais remonter un petit peu. Pascal qui disait Annabelle, il parlait d'émotion. Ok, on va essayer d'aller un peu plus vite, hein. Complètement d'accord avec toi. La discipline, la patience sont une mine de diamants. Du coup, Annabelle disait ça. Du coup, à Pascal, clairement, bien sûr, la patience, c'est très, très important. Ouais, je pense que j'ai un petit peu lu en travers tout le monde. Dites-moi, hein, répétez-moi s'il faut, il n'y a pas de souci. On va continuer un petit peu ici. Annabelle qui disait Pascal, tellement. Et c'est une pépite d'avoir des lives comme celui-ci. On peut aussi échanger ensemble. C'est motivant. Ça fait plaisir, Annabelle, clairement, de savoir que ça vous plaît aussi, ces événements sur ces webinaires, sur des topics aussi très intéressants, je trouve, à chaque fois. Et ça va continuer, bien sûr, cette année, toutes les 2 semaines. Donc voilà, Annabelle qui disait à Charlie, du coup, je n'ai pas de problème de micro. Non, je parlais par rapport au money management d'Annabelle, on disait Charlie, ok. Alors, on va regarder un petit peu, justement, concrètement sur les graphes. Donc, on va descendre sur des graphiques plus petits. Alors, comment calculer une taille de position? Et ça, je remonte juste sur le graphique là. Ça, c'est véritablement fonction de tous les types de stratégies. Si vous faites du swing trading, vos stops sont plus grands. Donc forcément, vous ne pourrez pas peut-être avoir autant de contrats. Vous allez peut-être même du coup directement aller sur des lots entiers, parce que vous allez risquer plus. Donc imaginons par exemple, on va zoomer un petit peu ici, on va regarder ce qui se passe par rapport à cette résistance R1, la borne haute de zone de range. Donc imaginons on veut prendre la cassure ici, relativement agressif, je vous avoue, mais pour l'exemple, on va faire ça comme ça, avec une belle clôture là, hop, de cette bougie par le haut. En termes de stop loss, si je veux me placer derrière le dernier creux ou encore celui d'avant, ça va changer bien sûr la taille de lot que je vais prendre. Et si même je vais chercher des tailles de stop beaucoup trop grands, je ne pourrais même pas peut-être avoir différents contrats sur lesquels sortir de manière partielle au fur et à mesure de ma position. Donc là, clairement, ça va être quoi? Ça va être un prix d'entrée possible pour cette démonstration, clairement ici, sur les 15 880. On va regarder ça comme ça, pourquoi sur les 80, hop, ici. Si on prend le premier exemple ici avec le creux, par exemple, on va parler en l'occurrence des 15 715, et à partir de là, ça va faire 165 points. Donc ici, si j'utilise la touche du coup low du mini terminal avec la touche CTRL de mon clavier, hop, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre quand je clique dans l'espace ici en maintenant donc la touche CTRL de mon clavier. Si je vais 165 points et que je veux risquer par exemple 100 euros, ici justement les lots apparaissent pour pouvoir rencontrer donc le lot correspondant en fait au risque que je souhaite prendre ici apparaît. Mais vous voyez que eh bien, du coup, je vais risquer à peu près ici 145 euros parce qu'on n'arrive pas à avoir du coup la correspondance exacte. Ça, plus on va en fait avoir une distance importante avec le stop, et plus on va avoir de mal à forcément aussi rencontrer exactement le risque. On va passer plus de palier en palier. Donc si je fais paramétrer les lots, vous voyez qu'ici le mini terminal se met automatiquement en 0,6 lot et 165 de stop. Donc je vais me placer ici sur la petite colonne par exemple pour le break, hein, dont je vous parlais autour des 80. Bon, les 83 ça ira. On a dit que je risquais 100, du coup à peu près ici. Et vous voyez le risque de 100 euros. Donc là, très très pratique. L'assistant mini terminal, quelque part, qui me permet, sans trop me poser de questions. Enfin, on n'a pas le calcul à faire. Je vous avoue pardon, qu'avant le mini terminal, j'avais un tableau Excel dans lequel j'allais renseigner justement tout ça en fonction des valeurs du tick, etc. Donc là, la machine le fait pour nous, c'est juste un outil très intéressant. Et à partir de là, on sait que, voilà, très simplement, en un millième de seconde, on sait qu'il faut 0,6 contrats pour rejoindre le risque par rapport à ce que je suis prêt à risquer sur ce trade pour un TP ensuite, hein, qui va être bien sûr à étudier aussi. On peut tout à fait aussi étudier l'opportunité et dire oui, c'est une opportunité que je suis prêt à prendre ou non en fonction du TP. Si le TP ne rejoint pas un ratio minimum, on peut très bien dire c'est une raison de ne pas prendre un trade. Petite parenthèse par rapport à ça aussi, mais on pourra en reparler dans d'autres sujets. Donc là, je voulais vous montrer de manière concrète comment, en fin de compte, on calcule une taille de position. Donc pour arriver à ça directement, on passe par l'étape quelle est sa taille de compte.
quel est, en fonction de la stratégie, un petit peu le taux de réussite, le risk-reward. Donc comme ça, on peut avoir une bonne idée du drawdown et tenter de limiter ce drawdown dans le temps. Et en fin de compte, derrière, on arrive de manière concrète sur le graphique. On utilise par exemple le mini terminal chez Admirals pour faire concorder le risque. On peut, notamment comme j'ai fait, l'inscrire en montant en euros fixes. Moi, je préfère faire ça que d'utiliser directement le pourcentage du capital, puisqu'au fur et à mesure, je peux changer en fonction de mon capital, qu'il monte ou qu'il descende, bien ce montant en euros fixes. Donc, je préfère cette méthode-là, risquer un montant en euros fixes sur ces opportunités-là, correspondant à un pourcentage de mon capital, qui a été bien pensé, qui a été bien calculé. Je sais que je ne peux pas perdre mon capital, du coup, facilement, entre guillemets. Ça peut paraître bizarre à entendre, mais se mettre dans une situation où on risque un peu à l'équilibre, on va dire par exemple 1% du capital, il faut quand même enchaîner une centaine, enfin 100 trades, hein, vraiment pour vraiment ne plus avoir rien sur le compte. Donc on a quand même cette sécurité-là, et je trouve que c'est une sécurité de plus qui permet aussi de laisser se développer les scénarios du moment qu'on a bien backtesté sa stratégie. Je voulais quand même vous montrer ça par rapport à ce topic et ce sujet de ce soir. Comment concrètement on met ça en place? Bien, c'est tout simplement avec un mini terminal qui va nous permettre d'avoir en un instant le nombre de contrats nécessaires pour rejoindre le niveau du stop de manière graphique et le risque qu'on est prêt à prendre et qu'on a travaillé dans notre plan de trading. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors je reviens sur le chat ici. Voilà, normalement, hein, tout le monde m'entendait bien aussi. Normalement, il n'y a pas de problème de son. Je pense que c'était un autre sujet. Samir qui nous dit bonsoir, merci pour ce super webinaire. Avec plaisir, Samir. Merci à toi d'avoir été avec nous aussi ce soir. Tu nous disais, peut-on prendre un risque plus important sur une position à très court terme? Alors, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On peut retrouver une certaine logique aussi dans le sens où si tu prends à court, moyen ou long terme, peu importe, ça va être du tout terrain. Si tu prends une opportunité qui est relativement conservatrice, c'est-à-dire un de tes signaux de trading qui est assez conservateur, qui a un taux de réussite peut-être plus élevé que les autres, tu peux te permettre de prendre un peu plus de risques. Si tu as un setup beaucoup plus risqué, comme par exemple trader un breakout de manière agressive, euh, c'est là où typiquement tu souhaiterais prendre un peu moins de risques parce que ton taux de réussite n'est pas le même, il est moins avantageux quelque part et tu ne voudrais pas mettre trop de risques sur une opportunité qui a moins de probabilité de succès parce que tu sais que c'est plus agressif. L'agressivité pour moi en trading c'est synonyme concrètement de... Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Synonyme tout simplement d'une prise de risque trop élevée en fait. Donc on peut en bénéficier du moment qu'on se dit pourquoi pas risquer moins justement. Et tu nous disais dans un deuxième temps aussi, quand je le fais sur le mini terminal, le stop loss, le TP se positionne trop loin du coup de mon prix d'achat. Alors ça c'est peut-être en utilisant le croisillon ici, c'est peut-être à cause de la notation que tu vas avoir sur les marchés. Dis-moi rapidement, Samir, tu te trouves sur graphique Forex ou sur des indices ou quoi que ce soit. Dis-moi le marché sur lequel tu te trouves, puisque c'est vrai que en fait, les distances, quand vous regardez un petit peu comme ceci, dans MetaTrader, il faut voir et un peu lire entre les lignes, j'ai envie de dire, pour mettre la décimale au bon endroit. Par exemple, là, vous voyez, je suis entre les 15 847 et les 15 738. C'est en fait 108,79. C'est pas tout simplement 10 879 points, hein, qu'on soit d'accord. C'est 108,79. Il faut faire attention à ça et c'est peut-être de là où ça vient, Samir, ce décalage par rapport du coup à ton stop. Charlie qui nous disait merci, selon le capital, en effet, le micro-lot sera différent. Exactement, exactement. Michel qui nous disait du coup, bah, l'épaule tête épaule inversée sur l'exemple du Nasdaq. Oui, oui, tu en as une ici, hop, épaule tête épaule inversée. La ligne de coût qui correspondait avec la petite borne haute de la zone de range, et notamment les 15 650. Alors demain matin, je ne pourrais pas faire de live, mais c'est vrai que j'en aurais parlé, puisqu'il y avait cette très belle concordance, petite borne haute, zone de range, zone à l'horizontale, donc résistance des 15 650, et cette configuration épaule tête épaule inversée ici qui a cassé pour aller chercher déjà le test de l'AR. Bien vu Michel. Annabelle qui disait du coup Charlie, ok désolé, j'avais pas compris, c'est seulement après que Jérémy t'ait répondu que j'ai compris, ça marche. Charlie qui nous disait en fait si on peut mentionner quelque part dans la plateforme de trading par exemple sur le mini terminal, ok. Alors si attention on peut mentionner quoi
Là, pour le coup, c'est moi qui n'ai pas compris, désolé. Annabelle, tu nous dis, j'en profite qu'on parle du mini terminal car il est vraiment très bien fait et intuitif. Très bien fait et intuitif pour avoir toutes les infos mentionnées dans notre journal. J'ai essayé d'autres courtiers que je ne citerai pas pour l'éthique. Merci beaucoup, Annabelle, hein, clairement. Très content de voir que le mini terminal te plaît. Jamel qui nous dit merci. Jérémy, bonne soirée avec plaisir. Jamel, bonne soirée à toi aussi. Samir qui nous dit du coup sur le DAX, l'exemple, par exemple. Alors, Samir, pour le DAX, regarde, c'est très simple. On va voir le DAX. Alors pareil, ici on a réintégré le range, on vient sur le test désormais des 16 000 points, donc gros niveau, on va partir sur du 15 000 pour faire un petit exemple. Euh, alors par exemple, si on souhaitait prendre la cassure, on parlait d'un breakout pardon, un peu agressif tout à l'heure, si on souhaite prendre la cassure ici, on attend peut-être ici justement de voir ce qui se trame en termes de test des mèches. Mais imaginons qu'on souhaite par exemple prendre ce genre de bougie-là, qui en termes déjà d'interprétation du price action est intéressante. On a un point de clôture, et par rapport au creux, en l'occurrence ici tu vois le croisillon, ça me donne le prix de cotation, donc 15 960, tu vois juste à côté de mon curseur, 15 960. À côté tu as 5 barres. 5 barres c'est du coup à l'horizontale le nombre de bougies, il compte 5 barres. Ensuite après ça tu as marqué 1880 points. Donc il ne faut pas rentrer 1880 points dans la taille des lots quand on va faire justement ensemble l'exemple. Ici, en fait, on est entre les 15 977 et les 15 959. Donc en fait, on a juste 18 points. Là, on vient de passer à peu près à 19 points, tu vois. Tout simplement, c'est 19 points au lieu des 1900. Du coup, voilà, il te disait quoi? Il te disait les 1938, voilà. Donc c'est 19,38 points en fait. Il faut faire attention, il faut mettre la décimale ici en l'occurrence, et pour ça tu peux t'aider vraiment du prix des cotations qui se trouvent à côté. Et à partir de là, on va aller toujours pareil, cliquer sur l'espace lot en maintenant la touche CTRL du clavier enfoncée, la petite fenêtre qui arrive. On va mettre du 19 points. Donc pips ou points, c'est pas grave pour le mini terminal, hein, il va savoir sur quel actif on est. Imaginons que je souhaite risquer 50 euros. Donc là, immédiatement, je vois que c'est 2,6 contrats, 2,6 lots qu'il me faut pour rejoindre ce risque. Et du coup, vu que l'opportunité est passée, on va faire l'exemple aussi ici avec la colonne bleue. Donc en gros, le prix ici que je cherchais, par exemple, c'était un peu autour des 77, 79. Je descends de l'autre côté. J'ai décidé de risquer 50 euros. Et je me retrouve du coup à peu près ici. Et par exemple, tu pouvais viser derrière, par exemple, justement le niveau des 16 000. Et tu vois concrètement, en fonction de l'opportunité déjà que tu trouves, hein, que tu utilises des indicateurs techniques, par exemple, ou des sommets, ou des creux, ou des niveaux psychologiques pour placer ton stop, tu calcules, tu regardes comme ça la distance entre ton point d'entrée et ton stop, tu obtiens un nombre de points ou de pips selon le marché sur lequel tu te trouves, et tu peux ensuite l'intégrer dans le mini terminal en renseignant également combien tu souhaites risquer sur l'opportunité. Et comme ça, tu obtiens le nombre de contrats, tu places ton scénario en place où tu achètes ou vends avec le bouton pardon, vente ou achat tout simplement, et tu es dans ton scénario. Voilà concrètement, vraiment on est passé de comment calculer sa taille, comment bien penser aussi une taille de risque par rapport du coup à des profils, par rapport à des stratégies également, etc., à de manière concrète prendre un trade en fonction de ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que c'est un point de vue relativement complet quand même dans ce webinaire qui ne dure qu'une heure, mais qui nous donne l'occasion quand même d'échanger pas mal et de voir aussi, de me permettre de répondre aussi à vos questions. Donc je vais juste effacer ça. Dites-moi si vous avez des questions par rapport à ça aussi. On se rapproche de l'heure déjà pour ce webinaire. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et vers la fin du webinaire, vous allez me dire aussi les prochains sujets que vous aimeriez voir être abordés dans ces séances ensemble. Philippe qui nous dit merci Jérémy, à demain. Avec plaisir Philippe, à demain. Samir qui nous dit du coup c'est peut-être l'échelle effectivement, merci beaucoup. Oui, je pense que ça vient de là Samir, hein, clairement, je t'en prie. Michel qui nous disait comment fais-tu pour mesurer la hauteur du pic graphiquement? Justement, tu utilises le croisillon ici. Alors je crois qu'ils appellent ça voilà, le réticule.
le croisé du réticule, si tu veux tout savoir ici. Tu peux l'utiliser comme ça. Moi, j'utilise la roulette de ma souris, hein, tout simplement pour le faire apparaître. Tu vas sur le prix qui t'intéresse pour entrer sur ta position et tu tires avec le clic gauche de ta souris vers le bas ou vers le haut et tu lis pas la première information ni la deuxième, mais la troisième. Mais tu fais attention, comme je vous l'ai montré justement, à mettre la décimale au bon endroit en fonction des points. Et pour ça, tu peux te référer au prix de cotation, des différences pardon, de prix de cotation que tu as tout à droite sur ton graphique. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi, Michel. Charles utilisait du coup le micro-lot qu'on a calculé. Yes, on a calculé un lot avec le mini terminal très rapidement, très simplement. Michel qui nous dit sur le mini terminal, je ne sais pas s'il y a le break-even. Non, il n'y a pas le break-even hein, sur le mini terminal. Michel qui nous disait, oui, moi aussi, très bien le mini terminal. Il y a encore beaucoup à dire, peut-être un tuto dessus. Ça marche. Mais après, hein, je profite aussi, hein, n'hésitez pas, lors des lives du matin, si vous voulez des exemples et des choses comme ça, c'est fait aussi pour un ces lives du matin, il n'y a pas de souci. J'avais fait une vidéo sur le mini terminal il y a longtemps. Pourrait être l'occasion aussi d'en refaire une, hein, pourquoi pas. Michel alors, pardon, Annabelle qui me disait, Michel, j'ai jamais réussi le break-even sur le mini terminal, je le mets toujours au-dessus. Michel, excellente idée pour le prochain live. Donc dites-moi, oui, par exemple, si vous voulez un live sur vraiment un webinaire vraiment centré en fait sur le mini terminal et ses fonctionnalités. Michel qui nous disait, Annabelle, du coup, tu remontes le stop sur ton prix d'achat. Et Karl qui disait, j'avoue, un peu avec honte, mais malgré les vidéos tuto dédiées sur YouTube, j'ai du mal à maîtriser un T5. Alors, le mini terminal, 3 petits points. Alors, Karl, n'hésite pas à inciter live avec nous le matin. Pose-moi les questions, j'en profiterai pour couvrir la chose, puisqu'on passe des heures et des heures chaque semaine en live. C'est aussi pour répondre à ce genre de choses et pour pas que tu aies des soucis en fait à utiliser les outils, au contraire, pour que ça simplifie la tâche. Annabelle qui disait, Michel, je remonte mon SL juste au-dessus de mon point d'entrée, du coup, sinon je ne peux pas le gérer. Samir qui est super clair, merci encore pour tout. Avec plaisir, Samir, merci à toi d'avoir été là aussi. Charlie qui disait une mini terminal par exemple, la prochaine fois. Ok, je vais noter ça, une mini terminal. Je vais regarder tout ça. Alors, on va finir aussi, bien sûr, cette présentation. Donc, n'hésitez pas, pour plus d'informations, vous savez que vous avez le site amiralmarkets.com/fr. Vous pouvez aussi nous suivre ici. Donc tout simplement sur les réseaux sociaux, vous avez le mail france@amiralmarkets.com, la chaîne YouTube sur laquelle on se retrouve tous les matins et bien sûr le Facebook également. Prochain webinaire qui nous attend justement, hein, on va parler des figures chartistes. Donc trader les figures chartistes, ça fait l'objet du prochain webinaire, donc ça sera dans 13 jours, 22 heures et 46 minutes. Vous pouvez déjà vous inscrire si vous le souhaitez. Je vais vous mettre le chat ici, comme ça au moins ce sera fait. Mais voilà, c'est notre prochain webinaire attendu ensemble. Donc l'occasion de regarder pas mal de figures chartistes. Creuser peut-être encore un petit peu hein, l'article et tenter, pourquoi pas, d'aller un petit peu plus loin, bien sûr, ensemble. Donc merci d'avoir assisté à ce webinaire. On va juste passer quelques minutes ensemble désormais à regarder pour les prochains topics.